Bonjour. Il y a quelques jours à peine, Bertrand Louvel, président de la Cour de cassation, a publié sur le site internet de la Cour de cassation des conclusions d'étape relatives à la réforme de la haute juridiction. Je vous rappelle que cette réforme de la Cour de cassation a été entamée, en moins dans son ambition, dans son intention, il y a déjà presque 3 ans. En effet, dès 2014, Bertrand Louvel a affirmé vouloir porter une réforme d'ampleur de la Cour de cassation. En juin 2014, précisément, il axait cette réforme autour de 2 grandes idées. D'une part, le filtrage des pourvois de la Cour de cassation, d'autre part, une refonte de la structure des arrêts et de l'analyse de la haute juridiction. 3 ans plus tard, la réforme n'est toujours pas passée. Elle n'est toujours pas passée, en tout cas dans les textes et de manière officielle. Et pour preuve, on n'en veut que seulement des conclusions d'étape ont été réalisées et 2 commissions vont être installées pour poursuivre les travaux. Néanmoins, ces conclusions d'étape révèlent un certain nombre d'avancées notables. On a déjà pu constater dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation qu'il y avait une forme de test de ce qui est l'essentiel du projet de réforme. Si l'on veut bien résumer cette réforme de la Cour de cassation ambitionnée, on y verra 2 points. D'abord, la réforme s'attelle à la fois sur un plan procédural et organique à revisiter le fonctionnement même de la Cour de cassation. On va voir mettre en place des circuits différenciés. Qu'est-ce que c'est ? Des circuits différenciés, sans doute 3 circuits différenciés, en fonction de la difficulté de l'affaire, en fonction de la procédure qui a déjà été suivie, en fonction de la problématique de droit, de son intensité, de sa difficulté. Cela va permettre effectivement, ne serait-ce qu'au niveau du calendrier des pourvois, un examen différencié. Deuxième point de cette ambition de réforme procédurale et organique, l'intervention du parquet général, de l'avocat général, sera désormais sans doute anticipée. Il est vrai que jusqu'à présent, l'avocat général arrivait en fin de parcours, avant évidemment la décision, mais après que les différents mémoires soient rendus. Il est envisagé que le parquet général participe presque dès le début de la procédure à l'étude du dossier. Troisième et dernier point, concernant cette première ambition, procédurale et organique, le filtrage des pourvois. Le filtrage des pourvois, c'est évidemment l'un des points les plus contestés de la réforme. Cela a été annoncé il y a 3 ans, et depuis 3 ans, les voix s'élèvent. On pense notamment à l'association des avocats au Conseil, que l'on comprend vouloir lutter contre cette idée de filtrage des pourvois. Et l'un des arguments avancés pour critiquer cette ambition de filtrage est qu'aujourd'hui, la Cour de cassation, finalement, entre le moment où elle est saisie et le moment où la décision est rendue, ne laisse qu'un délai de 12 à 14 mois, ce qui est tout à fait respectable. Quand on considère aussi que chaque année, il y a plus de 250 000 arrêts d'appel et qu'il y a en moyenne, je crois, une vingtaine de mille de pourvois examinés par la Cour de cassation, on peut imaginer que c'est une proportion respectable. Ce qui ferait dire qu'un filtrage n'est pas nécessaire. Pourtant, c'est l'un des points forts de la réforme. Il faut savoir que le concept même de filtrage des pourvois n'existe pas à l'heure actuelle. On a vu la dernière réforme de la Cour de cassation sur ce point avoir lieu en 2001 avec le principe de non-admission, que, à l'époque, cette réforme avait permis effectivement de désengorger quelque peu la Cour de cassation, ça avait même été une réussite. Depuis cette époque, le nombre de pourvois s'est stabilisé, la Cour de cassation fonctionne très correctement, mais il est vrai qu'elle pourrait à la fois être plus efficace, plus rapide dans sa décision, mais surtout que le filtrage des pourvois n'est pas rendu tant nécessaire par l'état actuel de l'engorgement de la Cour de cassation que par ses ambitions autres, sa dernière grande ambition, plus substantielle,
à savoir revenir sur la motivation et la structure des arrêts. Si on opère un tel changement concernant la motivation et la structure des arrêts, dont on va expliquer dans une minute les principaux traits, il va bien falloir aussi diminuer le nombre de pourvois parce que le travail de la Cour de cassation s'en trouvera agrandi. Alors justement, c'est le deuxième grand pan, la deuxième grande ambition de la réforme de la Cour suprême de l'ordre judiciaire. Une réforme plus substantielle, elle demeure procédurale, mais on va voir que cela va affecter aussi le matériel, le fond du droit. Il s'agit donc de revenir sur la motivation et la structure des arrêts de la Cour de cassation. L'un des principaux reproches que l'on a toujours adressé à la Cour de cassation, à tout le moins quand on est étudiant à la faculté, quand on est impétrant professionnel, que ce soit magistrat ou encore avocat, c'est de connaître de décisions de la Cour de cassation qui sont parfois sibyllines. Les décisions de la Cour de cassation, lorsqu'on les compare aux décisions du Conseil d'État ou aux décisions des cours européennes, que ce soit la Cour de Strasbourg ou la Cour de Luxembourg, on sait que la Cour de cassation rend des décisions qui sont plutôt courtes, où elle expose très peu effectivement sa motivation pour s'abandonner simplement à la solution. C'est d'ailleurs un travail que l'on doit faire en tant que lecteur et observateur des arrêts de la Cour de cassation que de reproduire son raisonnement. Eh bien, il est clair que cette réforme de la structure des arrêts et de la motivation des arrêts a pour ambition d'offrir aux lecteurs des arrêts et aux justiciables, d'abord premiers concernés, le détail finalement du raisonnement de la Cour de cassation, sans doute pas au point de ce que l'on connaît en matière de juridiction administrative ou des juridictions européennes, mais à tout le moins une motivation bien plus importante. Comme je vous le disais, c'est le point d'orgue de la réforme, et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'attendre que la réforme soit adoptée pour observer les premières traces de cette évolution. En effet, la Cour de cassation s'y est déjà essayée depuis plus de 3 ans maintenant. On a un certain nombre d'arrêts, plus ou moins connus, plus ou moins commentés, mais on en dénombre maintenant un certain nombre, où la Cour de cassation s'est exercée à cette nouvelle pratique. Pêle-mêle, je citerai simplement 4 décisions. Une décision de décembre 2016 relative au mariage et à la prohibition de l'inceste. Une décision de mars 2016 sur la nullité de l'objet en matière contractuelle. Une nouvelle décision de décembre 2016 toujours sur le mariage et l'inceste. Et enfin, le très récent arrêt rendu en chambre mixte du 24 février 2017 sur le mandat d'agent immobilier, mais surtout sur l'opportunité d'un revirement de jurisprudence. Le trait commun de ces décisions, et donc qui permettent de révéler l'ambition future de la Cour de cassation, c'est la mise en évidence d'un contrôle de proportionnalité et d'une justification des décisions, notamment des décisions importantes qui seraient susceptibles de constituer des revirements de jurisprudence. Dans ces arrêts, la Cour de cassation pratique un contrôle de proportionnalité et même un contrôle d'opportunité de la règle de droit. On va donc voir la Cour de cassation, à l'instar d'autres juridictions, et je pense évidemment à la Cour de Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme, examiner l'opportunité de l'application de la loi, l'opportunité des sanctions portées par la loi. On le voit très bien dans l'arrêt de décembre 2013, où la prohibition de l'inceste est en principe une prohibition absolue dans le Code civil, pourtant écartée au vu de la circonstance particulière de l'arrêt, prohibition absolue qui n'en est donc plus une, puisque dans cette affaire, la Cour de cassation a refusé d'annuler le mariage incestueux. Mais on le voit aussi dans le très récent arrêt rendu en chambre mixte en 2017, donc le 24 février, il y a quelques jours à peine. La Cour de cassation a tout simplement mis en exergue, relativement à une question que l'on dira anodine, même si elle a un petit impact en pratique, la Cour de cassation a mis tout simplement en exergue les différentes positions des différents juges et différentes formations, a mis en balance les solutions qui étaient les siennes et anciennes, avec sans doute l'opportunité d'adopter
une nouvelle position. Elle a ainsi justifié un revirement de jurisprudence. Ces grands arrêts, puisque même si encore une fois ils ne concernent pas forcément tous des questions essentielles, ces grands arrêts, vous les trouvez évidemment sur le site de la Cour de cassation et ils sont mis en évidence. Il suffit de les consulter, ne serait-ce que visuellement, ne serait-ce que sur la forme, pour se rendre compte de l'impact de la réforme. Alors oui, c'est introduire de nouveaux mécanismes d'analyse pour la Cour suprême de l'ordre judiciaire, des mécanismes de justification, des mécanismes de motivation, surtout un contrôle de proportionnalité que l'on sait intimement lié à l'exercice des droits fondamentaux, au respect des droits fondamentaux, et on doit bien reconnaître que la fondamentalisation du droit civil n'est pas seulement quelque chose que l'on voit avoir des effets matériels. La Cour de cassation anticipe ce mouvement de fondamentalisation, et je dis du droit civil, mais je peux parler du droit privé en général, du droit judiciaire privé. Cela va avoir un effet processuel. La Cour de cassation essaye de l'anticiper. La peur d'une trop grande réforme a habité toute la doctrine et les praticiens depuis 3 ans. Il est complètement évident qu'il va y avoir une forme de juridictionnalisation de la Cour de cassation par cet effet. Et beaucoup d'entre nous ont craint que tous les enseignements que l'on pouvait avoir quant à la lecture et quant à la, finalement, méthode de cassation soient révolus. Les conclusions d'étape qui viennent d'être publiées ont vocation à nous rassurer. La juridictionnalisation de la Cour de cassation ne va pas être généralisée. Le contrôle de proportionnalité n'a pas vocation non plus à se généraliser. On va sans doute conserver au sein de la Cour de cassation la technique qui nous est si chère du syllogisme judiciaire. Simplement, elle sera quelque peu adaptée dans certaines circonstances. On pense aux grands arrêts, on pense aussi au revirement de jurisprudence. Et au final, il faut retenir de tout ça une certaine sagesse dans la mise en place de la réforme, une certaine pédagogie d'abord par l'exemple, ensuite par l'instruction au travers de ses conclusions d'étape, enfin au travers de l'idée qu'il y a une vraie mesure dans la réforme, une vraie profondeur d'analyse dans ce qui est pertinent, ce qui est nécessaire. On peut tout de même se réjouir que de cette manière-là, la Cour de cassation anticipe l'évolution du droit matériel et que d'un point de vue processuel et procédural, devant la Cour de cassation, cette anticipation va permettre une résolution des litiges à la fois plus pédagogue et sans doute aussi plus pertinente. Autrement dit, votre serviteur a sans doute changé d'avis. Il y a encore quelques années, je faisais partie des effrayés et au discours de Bertrand Louvel en 2014, nous avions pu répondre qu'il y avait des craintes, en tout cas à augurer, face à la réforme de la Cour de cassation. Ces récentes conclusions d'étape sont plutôt rassurantes et force est de constater que la Cour de cassation a su convaincre. A su convaincre votre serviteur, mais aussi un grand nombre. La sagesse de la Cour de cassation s'exprime ici pleinement. Et l'on remercie au passage la Cour de cassation de cet effort pédagogue et on la remercie aussi de la très grande qualité de son site internet. Je vous invite évidemment tous à régulièrement consulter le site de la Cour de cassation, tout simplement www.courdecassation.fr, qui offre nos très nombreux et très riches enseignements.